Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine sur les chemins de la criminalité, des organisations criminelles, du renseignement également. Nous allons parler de l'hybridation de la violence et des liens qu'il y a dans le crime international entre des conflits qui se déroulent à l'extérieur de nos frontières et la criminalité quotidienne qui se déroule en France dans certaines villes, certains quartiers français. Pour parler de cette question de l'hybridation de la violence et de la criminalité, je reçois cette semaine Xavier Hofer et Alexis Depraux. Xavier Hofer est criminologue, Alexis Depraux est docteur en droit dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et vous pouvez tous les deux les lire sur Conflit, aussi bien sur notre site que dans notre magazine. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'actuellement, Conflit a 2 numéros en kiosque, un hors-série qui est consacré à l'aviation militaire, et notre dossier qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation. Puis vous pouvez également retrouver, pour ceux qui sont en terminale et pour leurs professeurs, un hors-série spécial bac consacré au programme de terminale. Mais nous allons donc aborder cette question de l'hybridation de la violence, qui est quelque chose d'assez nouveau, non, Xavier Hofer, ce fait qu'on ait une association criminelle entre différentes couches géographiques. On avait jusqu'à présent, jusqu'à une époque récente, une séparation entre, on va dire, le crime de droit commun et puis un aspect plus idéologique du crime. Et ce que vous montrez notamment dans vos travaux, c'est qu'aujourd'hui, ces deux aspects sont en train de s'assembler. Ça a commencé à la fin de la guerre froide. Tout de suite après la fin de la guerre froide, on avait, durant la guerre froide, qui était une période idéologique, vous aviez d'un côté l'OTAN, de l'autre côté le pacte de Varsovie, plus toutes les métastases de ces deux alliances dans le monde entier. Vous avez eu à la fin de la guerre froide un phénomène extraordinaire, à savoir que les deux mondes séparés dans deux petites boîtes différentes qui étaient le monde du crime organisé et le monde du terrorisme se sont retrouvés précipités sur la même scène et ont été obligés, ce qui était exceptionnellement le cas avant, de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître et de s'interpénétrer. Certains l'ont mal vécu. Les gens de l'armée républicaine irlandaise en Irlande du Nord, l'IRA, qui étaient des gens assez profondément catholiques et généralement animés par des idéaux, ont choisi à ce moment-là de s'orienter vers une trêve prolongée avec les forces de la couronne, comme il disait, avec l'État britannique, parce qu'ils savaient que s'ils continuaient après 90 dans la voie de la lutte armée, ils étaient obligés de se transformer en gangsters, ce qu'ils n'ont pas voulu. Alors ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, regardez, très vite, 2 ans après, 1992, la mafia sicilienne Cosa Nostra, qui jusqu'à présent tuait des gens de manière très traditionnelle en les faisant disparaître ou alors au fusil de chasse, se lance dans une campagne d'attentats typiquement terroristes. C'est l'assassinat à la bombe des juges Falcone et Borsellino. Un peu plus tard, les attentats à la bombe pour desserrer la pression de l'État italien sur le musée des Offices à Florence, etc. Donc vous voyez très rapidement, soit pour l'accepter, soit pour s'en servir, soit pour la refuser, vous avez cette espèce de scène unique où ces deux formes criminelles très distinctes à l'avenir s'interpénètrent et se mélangent. Et on le voit aussi récemment avec l'État islamique ou avec le système mafieux au Nigeria, où on a du mal à faire la part des choses entre la dimension politique, notamment islamiste pour l'État islamique, et la dimension criminelle avec des trafics d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Alors, si vous voulez, on va commencer par une précision importante dès le départ. Le crime organisé et la mafia sont deux choses différentes. La mafia est une sorte d'aristocratie criminelle dont la caractéristique principale est d'être séculaire, de se perdre dans la nuit des temps. On a parlé auparavant du juge Falcone. Le juge Falcone reçoit son deuxième repenti. Le premier repenti, c'est-à-dire le premier homme d'honneur de la mafia, qui se déclare en tant qu'homme d'honneur de la mafia devant le juge, ce qui le condamne à mort. Le fait de se déclarer à une personne qui n'est pas mafieux, membre de la mafia, c'est la condamnation à mort immédiate. Vous avez donc cet homme d'honneur d'une des familles de Palerme, le deuxième, qui s'appelait Salvatore Contorno, et il se présente au juge Falcone de la façon suivante en disant « Monsieur le juge, je suis un homme d'honneur de la 7e génération ».
Son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Voilà. Le crime organisé, c'est passager. Une bande ou un gang, si vaste soit-il, se constitue autour d'un individu et puis il disparaît quand l'individu en question est tué ou arrêté, tandis qu'une mafia, c'est une société secrète, séculaire, dans laquelle on entre par initiation. Et par exemple, on a un cinéma énorme des Corses à l'heure actuelle, dans la mafia, etc. Il n'y a jamais eu de mafia en Corse. Il y a 2 formes criminelles dans les pays où on parle une langue tirée de l'italien, qui sont d'une part les terres qui anciennement étaient agricoles, où il y avait une agriculture, la Campanie avec Naples, la Sicile naturellement qui est très, très riche en agriculture, et puis la Calabre, la Calabre, ouais, la Calabre, c'est-à-dire Reggio di Calabre, Palerme et Naples. Ça, ce sont des mafias, mais les 2 îles italianophones où la base n'est pas agricole, mais de l'élevage, les chèvres, les moutons, etc., c'est-à-dire la Sardaigne et la Corse, il n'y a jamais eu de mafia. Ce sont des sociétés criminelles passagères. Donc il faut bien avoir ça en tête, comme ça on sait où on va. Alors il y a une criminalisation effectivement de certaines bandes armées, notamment sur la zone Irak-Syrie, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, mais c'est généralement pas des mafieux qui sont impliqués là-dedans, ils se tiennent à l'écart de ça parce qu'ils ont des territoires sur lesquels ils règnent et en sortir pour eux est dangereux. Voilà, c'est pas par pureté idéologique ou quoi que ce soit, parce que sortir de l'endroit qu'on contrôle, c'est dangereux, et c'est la raison pour laquelle ça implique plutôt le crime organisé que cette forme d'aristocratie criminelle qu'on appelle la mafia. C'est-à-dire qu'ils ont un territoire qui est leur domination, sur lequel ils ont un contrôle des populations, et puis où ils organisent leur trafic en fonction de ce qui se vend et de ce qu'ils rapportent. Où ils ont une emprise assez forte sur l'industrie et sur le commerce, et surtout, en général, ce qui se vend et ce qui s'achète. C'est le cas notamment entre Naples et puis la Sicile. Vous savez, l'imprégnation mafieuse, elle est quotidienne. C'est-à-dire que on n'en parle pas, mais ils sont toujours là, et chacun sait très bien qui est mafieux et qui ne l'est pas. C'est pas la peine qu'ils aient d'uniforme ou qu'ils se déclarent. En Sicile, en présence de gens de la direction des investigations anti-mafia italienne, en civil bien entendu, qui me conduisait un peu là-bas, j'ai pu voir à quel point l'individu mafieux répand autour de lui une frousse, une peur abjecte. Les gens savent que s'ils lui tiennent tête, ils vont être tués, quoi. C'est ça une mafia. Et les bandes de racailles de la banlieue nord de Paris ou même le milieu marseillais, ils sont à 100 coudées au-dessous de cette emprise, de cette puissance criminelle. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Alors Alexis Depraux, dans ces rapports entre mafia, système criminel et État, comment est-ce que le lien entre les deux est organisé? Évidemment, l'État réprime ces crimes par le renseignement, par les différents systèmes de police aussi qui existent. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on n'arrive jamais à le réprimer totalement. Il y a toujours des permanences de ces systèmes criminels. Oui, alors en fait, je pense qu'à la différence de l'Italie où il y a une corruption qui est liée avec, je parle sous la férule de M. Ruffer, mais il y a un lien entre la corruption politico-législative italienne et la mafia, ce qu'il n'y a pas en France. Il y a peut-être eu des cas avec les cercles de jeu, le cercle Wagram à Paris, où il y a eu des problèmes de collusion. Après, le milieu criminel ne s'est pas inséré en fait. C'est juste qu'ils essaient à chaque fois de contourner, c'est-à-dire que dès qu'une loi intervient, ils vont pouvoir trouver de nouvelles ressources ou de nouvelles idées pour commettre d'autres infractions. Je pense par exemple à la question de la légalisation du cannabis, qui en fait les a amenés à aller plutôt vers le commerce de la cocaïne. Donc en fait, la corruption, elle est vraiment en France très politico-législative. Elle est insérée dans le système en lui-même, mais pas en lien avec les milieux criminels. Ou alors sur des cas vraiment très circonscrits, mais on ne peut pas penser que c'est généralisé. Ce que vous expliquez sur le cannabis, parce que c'est un débat qu'il y a en France et dans d'autres pays sur la question de la légalisation ou non, c'est qu'en fait, quand on légalise, ce qui se passe, c'est que les systèmes criminels vont vers d'autres produits
et abandonnent ce produit qui ne se vend plus par eux et donc finalement vendent autre chose. Donc on n'arrive pas à éradiquer la criminalité par une légalisation. Non, à mon avis, pas de cette manière-là. Là, de toute manière, il y a un décret qui vient juste de sortir sur sur le cannabis thérapeutique, donc qui n'est pas à fumer, mais qui est à prendre sous forme de gélules et de comprimés. Et à mon avis, il pourrait y avoir par la suite un nouveau trafic de cannabis thérapeutique sur ces gélules. Les criminels, en fait, sont surtout les chefs de réseau sont tous ophidiaux et ont compris justement les moyens de lutter, voire de contourner en fait les règles qui vont être posées à leur encontre. Ils sont très réactifs pour trouver des nouveaux marchés ou s'adapter très facilement aux mesures qui sont prises contre eux. Oui, bien sûr, absolument. C'est simple, on voit ça au Canada tous les jours, à savoir qu'au lieu d'y avoir un trafic de cannabis sous toutes ses formes, il y a maintenant deux marchés, le marché légal et le marché illégal. La drogue, le cannabis que vous achetez sur le marché illégal va vous coûter moins cher, mais vous pouvez avoir des ennuis. Donc si vous êtes un légaliste à tout crin, vous allez acheter le cannabis de l'État dans des boutiques. Et là, en plus, comme les bandits sont des opportunistes, ils ont trouvé qu'il y avait un trafic qui était encore plus intéressant, c'est le trafic des licences d'exploiter une boutique de cannabis. Donc ils en font de fausses qui ressemblent exactement aux vraies. Et donc quand un casse-tête pour la police, quand il arrive dans une boutique marquée Cannabis Shop, le type dit mais j'ai ma licence, alors après ça il faut des semaines pour savoir si c'est la vraie, pas la bonne, etc. Moyennant quoi le type a fermé, on a ouvert une autre à 300 mètres et il recommence. Donc cette histoire de légalisation du cannabis comme étant purement bénéfique et rapportant des sommes énormes à l'État et permettant de ruiner les criminels, si vous m'autorisez, c'est du pipeau à l'état pur. Aux États-Unis, dans les États où on a légalisé le cannabis, la légalisation du cannabis, c'est-à-dire les taxes et les licences, rapporte $1 à l'État américain, ou l'État au sens État fédéré américain, et le nombre beaucoup plus important d'accidents de voiture sous forme d'intoxication au cannabis, le nombre d'enfants qui, trouvant chez leurs parents, s'empoisonnent au cannabis et sont très malades ou en meurent, ça coûte $4,50. Donc le bénéfice final pour l'État, il est quand même tout sauf existant. Négatif. On le voit avec la cigarette, on a la possibilité d'acheter du tabac de manière légale dans les bureaux de tabac, et ce qui n'empêche pas les trafics et de la contrebande proche des zones frontalières ou dans certains quartiers des grandes villes. Et pareil. Alors n'oubliez pas enfin que, s'agissant de tous les trafics, le monde criminel organisé a des moyens gigantesques de relancer, comme au poker. T'as mis 10 sur la table, je vais en mettre 100, on va voir ce que tu vas faire. Et alors que l'appareil d'État est privé de ça. On a vu par exemple que quand on essayait d'assécher le trafic d'opiacés, d'opioïdes, c'est-à-dire sous forme de drogue ou alors de médicaments détournés de leur emploi normal, des médicaments antidouleurs, des analgésiques, notamment aux États-Unis. Le milieu, notamment mexicain, a mis sur le marché à des prix ridicules, moins cher qu'un paquet de cigarettes, des drogues chimiques comme les amphétamines et qui sont en réalité formidablement plus dangereuses parce que quand vous avez un bonhomme qui est en proie à une ingestion d'un opioïde, il est abruti, il est assis par terre et il va regarder le bout de ses chaussures pendant 8 heures, tandis que celui qui est sous méthamphétamine, qui est un excitant, ce sont des gens qui agressent, ce sont des gens, voilà, dans certains endroits aux États-Unis où les cartels mexicains ont réussi à imposer cette nouvelle drogue que sont les méthamphétamines, on a 80% de la criminalité de voie publique, 80%, les agressions, les cambriolages, les vols de proximité, etc., qui sont faits par des individus qui sont sous influence des méthamphétamines. Donc voilà un exemple de relance. Vous voulez interdire les trucs à base d'opiacés ? Ok, on va vous sortir autre chose. Et voilà, pourquoi ? Parce que naturellement, ils disposent de milliards de dollars rien que pour ça. Vu ce que rapporte le trafic de drogue, ils ont des réserves d'argent tellement immenses qu'ils peuvent relancer. Comment s'organisent les mafias, les mafias ou systèmes criminels entre eux ? Est-ce qu'ils sont toujours dans un combat pour le territoire et pour le marché ? Ou est-ce qu'on a des alliances ou des trusts qui se créent entre les pays, entre les continents ? Alors vous posez une question
très importante, et puis après ça, Alexis pourra nous dire comment ça se traduit en termes juridiques, qui est la question cruciale pour le monde criminel et la différence cruciale entre l'individu honnête et le bandit, c'est dans la dimension du temps, dans la temporalité. Il est possible d'avoir entre la France, par exemple, et la Grande-Bretagne, une alliance, une belle et bonne alliance qui va durer 50 ans, 60 ans, 70 ans, un siècle. Ça n'est pas possible entre bandits. Entre bandits, la durée, c'est le danger. C'est-à-dire que si n'importe quel bandit a le choix entre gagner $10 aujourd'hui et $100 demain, il prendra les $10 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que toute activité durable le met en position de fragilité vis-à-vis de l'appareil d'État. Si un bandit fait toujours la même chose, les flics qui sont pas idiots vont la troisième fois, il va se retrouver en prison, ou alors ça le met en danger vis-à-vis des gangs légaux. Si tel bandit fait toujours la même chose, d'autres bandits vont le racketter ou le tuer, l'attraper, le kidnapper ou quoi que ce soit. Donc le bandit, dans son essence, à titre individuel quand c'est un bandit ou au titre de la famille quand c'est un mafieux, est un prédateur opportuniste. C'est le lion qui rôde autour du troupeau de zébus. Il voit un zébu un peu faible qui sort du troupeau, il lui saute dessus, il le mange, il se repose pendant 15 jours et puis il recommence le coup d'après. Voilà, c'est comme ça que se passe la vie criminelle. Donc il ne peut pas y avoir... Si on doit songer à quel point ça va être difficile pour des Calabrais ou pour des Siciliens de s'entendre avec des bandits d'Amérique latine. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même langage. Ce qui est dangereux pour les uns n'est pas forcément dangereux pour les autres. Donc c'est au coup par coup, on se fait faire livrer les 500 kilos ou la tonne de cocaïne, et après ça, chacun reprend ses billes, et on reprend le coup d'après sur une base absolument neuve. Il n'y a pas... l'équivalent des intérêts communs qui peuvent exister entre une banque et une compagnie d'assurance de manière durable. Justement, ça, avec le pro, est-ce que c'est pas aussi une chance pour la répression ou la défense du droit, cette inorganisation, cette incapacité à s'entendre sur le temps long? Alors le problème, c'est que que ce soit la police ou le renseignement, on est sur un temps administratif, donc on est forcément sur un temps long. C'est-à-dire que pour un réseau criminel, un trafic de drogue en France, c'est une enquête qui va durer plusieurs mois. On va couper la tête de réseau, on va récupérer la grosse partie de drogue et d'argent s'il y a, et ensuite la semaine suivante il y a un nouveau chef de réseau, il y a une nouvelle équipe qui se monte, et donc là on est sur un temps long qui est difficile, d'autant plus avec des échanges internationaux, c'est-à-dire qu'il faut comme disait Xavier tout à l'heure, il y a des partenariats qui se font entre pays, mais tous les États n'ont pas forcément l'envie d'avoir ces partenariats, ces échanges. Et je pense même au résultat final, c'est-à-dire les conventions d'extradition qui n'ont pas lieu dans de nombreux États. Et donc, on est vraiment face à une difficulté. Même on l'avait en France. À une époque, il y avait des réseaux criminels entre un département au nord de la France et un département au sud de la France. Il a fallu des années pour mettre en place ce qu'on appelle les JIRS, les juridictions interrégionales, pour justement les enquêtes soient menées de front par plusieurs équipes d'investigation sur toute la France. Avant, c'était soit une équipe de police qui le faisait, soit une autre, en fonction du parquet, enfin du tribunal, et qui s'occupait de l'affaire, mais du coup, ça ralentissait absolument l'affaire. Donc on est sur un temps long qui va rendre beaucoup plus difficile l'affaire, et surtout avec des criminels aujourd'hui qui ont compris tous les rouages du système, qui sont très bien informés, et qui du coup vont essayer à chaque fois de moduler ou de faire évoluer leur trafic et leur méthode de fonctionnement. Ils sont plus rapides que l'administration, et ils ont une adaptation qui est plus simple aussi. Bien sûr, ils sont très rapides. Vous parliez tout à l'heure du Mexique. Il y a les cartels mexicains. Quand il y a eu une descente il y a quelques années, ils avaient découvert dans un local du matériel de haute technologie de surveillance et d'écoute qui était encore plus évolué que tout le matériel de défense et de renseignement de l'État mexicain. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont des milliards de dollars dans les poches. Ils ont les moyens de suivre... En France, même les petits dealers, ils ont des brouilleurs de fréquences. Donc, vous voyez, au stade du petit dealer. Donc, imaginez, après, s'il y a un réseau plus évolué, les fonds qui sont mis pour la surveillance, pour justement éviter d'être surveillés et pour évoluer vers d'autres trafics. Pour compléter ce qu'a dit Alexis, la Cour des comptes américaine, qui s'appelle General Accounting Office,
a fait une fois une étude pour savoir combien de temps il fallait à l'administration américaine pour remplacer un ordinateur quand il devenait un peu vieux. Pays qui a inventé la micro-informatique, pays qui n'a pas de problème de financement. Mais l'appareil bureaucratique américain fait que quand un fonctionnaire fédéral américain dit « mon ordinateur, il est un peu vieux », il faut 4 ans et demi pour le remplacer. 4 ans et demi. Auquel cas, il devient naturellement toujours plus vieux et plus difficile à faire fonctionner dans les 4 ans et demi en question. Quand vous dirigez un cartel de la drogue, vous dites à votre lieutenant au Mexique, Antonio vient ici, vous lui donnez une liasse de billets, il va acheter l'ordinateur le plus cher et le plus performant, le plus d'avant-garde. Compte tenu de ce qu'il gagne, les milliards de dollars avec la drogue, il s'en fiche du prix de l'ordinateur et puis il l'a tout de suite. Et si le type dit « Ah, c'est un peu ennuyeux, j'ai pas le droit, celui-là il n'est pas encore en vente », on lui explique qu'on sait où sa petite dernière va à l'école ou alors on lui donne un peu d'argent. Selon la célèbre équation de Pablo Escobar, plata o plomo, l'argent ou le plomb, hein, voilà, c'est ça, tu choisis maintenant. Et puis, dans ces cas-là, on obtient très vite. Même pour les terroristes, le fusil d'assaut de l'armée américaine qui s'appelle AR-15, l'IRA en Irlande du Nord avait l'AR-15 de l'armée américaine en dotation avant l'armée américaine. Là, en géopolitique, on s'intéresse beaucoup aux réflexions à différentes échelles, et ça, c'est notamment pertinent, notamment en criminalité, puisque quand on voit, nous, un aspect criminel dans une rue ou dans un quartier, ce que le citoyen lambda ne perçoit pas forcément, c'est la dimension internationale qu'il peut y avoir, notamment dans la drogue. Rares sont, sauf les drogues de synthèse, mais rares sont les produits de drogue qui sont produits directement en France. Donc ça veut dire qu'il y a un système international qui part du Maroc pour le hashish ou de l'Afghanistan pour tout ce qui est à base d'opiacés, et après Colombie pour la cocaïne, et tout ça arrive par différents systèmes en France. À ce niveau-là, comment s'organise la criminalité si on prend la cocaïne, par exemple, entre une plantation de coca en Colombie, par quel système elle arrive en France et elle fait qu'ensuite on aura le dealer à l'université ou au bas de l'immeuble qui revend le produit fini? Alors juste un point, rapidement, et puis après ça, Alexis dira la suite. Jamais, en 50 ans, le flux de cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe n'a été, on ne parle même pas d'interrompu, mais ralenti. La drogue arrive toujours à destination. On le sait pour une raison enfantine. La drogue, comme tout produit en vente, est régie par la loi de l'offre et de la demande. Si jamais on saisit suffisamment de stupéfiants pour faire mal à la livraison en France ou en Allemagne ou en Espagne ou où que ce soit en Europe, le client qui voudra en acheter sera obligé de payer plus cher. Et donc les prix vont exploser. Or, depuis, en tout cas dans les 30 dernières années, le prix de la cocaïne, il tend à baisser, ce qui signifie qu'il y en a toujours plus qui arrivent en Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'interrompre un flux de drogue, à l'heure actuelle, au niveau mondial, c'est impossible. Voilà. Si ça devait être possible, on l'aurait su. Alors maintenant, comment ça se fait, comment ça se pratique et que fait l'État français? La parole est à Alexis. Ouais, c'est très compliqué, surtout qu'il y a toujours des enjeux géopolitiques. Je pense là, au niveau historique, à la fameuse Air America, où effectivement, c'était les Américains qui participaient au trafic de drogue, justement pour financer leurs opérations spéciales. Ce qui avait été plus ou moins fait, je crois, d'ailleurs en Indochine, voilà, à une plus petite échelle. Mais donc là, parce que ça, c'est-à-dire que le gouvernement américain, ou du moins une administration américaine, oui, organisait un trafic de drogue pour générer un bénéfice et payer ainsi certaines opérations. Tout à fait. Ça payait les opérations, la caisse noire de la CIA, enfin voilà, la fameuse Air America, et donc du coup, ce qui permettait de financer les opérations, notamment dans les maquis ou autres. Voilà, le Congrès interdisant de tuer les gens dans des opérations extrajudiciaires et les forces spéciales américaines ayant quand même envie de le faire, mais comme le Congrès avait dit on finance pas ça, ils étaient obligés de se faire leur caisse noire. Donc ils avaient pris des montagnards, des tribus en haut des hauts plateaux de l'Indochine qui traditionnellement cultivaient de l'opium pour des raisons médicales.
une petite fumette de temps en temps, mais surtout parce que c'est le truc qui est le meilleur pour les dysenteries, etc., pour soigner. Donc c'était vraiment médical. Et il leur faisait, l'État américain a suffisamment de fric pour s'offrir tout ce qu'il veut sans passer par des histoires de trafic de drogue. Mais là, c'était une interdiction juridique du Congrès américain qui disait « Nous ne financerons pas les opérations extrajudiciaires ». En fait, aujourd'hui, je pense que on évolue aussi avec des nouvelles formes de transport, notamment avec les mules dans les camping-cars. Je pense notamment pour les trafics qui viennent du Maghreb, où enfin les douaniers français trouvent de plus en plus en plus des go-fast, hein, bien sûr, parce que là, je sais qu'il y a eu un dernier go-fast qui a permis d'enlever 50 kilos de cocaïne. Bon, Alors le GoFast, pour les... Pardon. C'est pas dire qu'ils Le connaissent GoFast, pas. c'est 3 équipes de voitures qui roulent à 180, 200 km/h sur l'autoroute pour traverser donc de l'Afrique du Nord, toute l'Espagne, la France, pour aller à tel point soit au nord de l'Europe, soit jusqu'en France, notamment Toulouse ou Montpellier, qui sont des points de passage et de distribution. Et donc du coup, la première voiture enclenche le pas pour voir s'il n'y a pas de problème. La deuxième voiture transporte et la troisième voiture ferme le voyage pour voir s'ils ne sont pas suivis par les forces de police. Donc là, Le coffre est rempli de produits stupéfiants. oui, le plus possible. Donc on peut être minimum 50, voire 100 ou 200 kilos de matériel de drogue à l'intérieur des voitures pour bien financer justement le voyage. Donc voilà, les go-fast, là il a quand même fallu une équipe du GIGN pour arrêter les 2 hommes et 50 kilos de cocaïne. Et pour l'anecdote d'ailleurs, le chef de réseau a été arrêté, il a été perquisitionné, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Donc on sait que c'est lui, mais pour l'instant il n'y avait pas assez d'éléments de preuve au regard de la loi pour pouvoir le mettre directement en prison. Vous êtes cruel, Alexis, le pauvre, il aurait pu attraper un virus si on l'avait mis en prison quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on lui a quand même enlevé tous ces objets de luxe qui étaient chez lui parce qu'il ne pouvait pas les déclarer. 50 kilos, alors ça se revend au gramme ou au demi-gramme, donc ça fait quelle somme à peu près sur le marché de la cocaïne? Ça se revend combien un gramme de cocaïne Entre en moyenne? 30 000 et 50 000 euros le kilo entre le sud et le nord de l'Europe. D'accord. 30 000 euros à Barcelone, 50 000 à Stockholm. Donc 50 000, si on a 10 kilos, on a déjà 500 000 euros. Quoi. Oui, mais quand vous l'avez acheté, 1 million. vous coupez la drogue Oui. 3 fois et après ça, vous la vendez au demi-gramme 40 euros quand même. Donc il y a plusieurs millions dans la voiture. À chaque voyage, absolument. Donc ça, c'est les go-fast. Puis après, vous évoquiez les mules. Les mules, ce sont des citoyens lambda où on leur propose, contre monnaie sonnante et trébuchante, de traverser avec des bricolages extrêmement judicieux au sein de leur camping-car pour justement... Ou des bateaux. Ou des bateaux, effectivement, et pour transporter la drogue. Voilà. Moi, j'étais resté, je ne sais pas si ça existe encore, des gens qui absorbent des petits sachets dans l'estomac et pour passer les avions. Oui. Il y a ça, mais quand il n'y a plus de transport aérien, comme en ce moment, ça devient dur. La mafia a su justement s'adapter à cette contingence. Absolument. Après, il y a des voiliers aussi, des particuliers qui mettent la drogue dans leur voilier. Alors, il y a un personnage qui a écrit un ouvrage, d'abord, ça s'appelle L'aviseur. L'aviseur, donc il renseignait les douanes, il transportait de la drogue. Lui, c'était pour le nord de l'Afrique jusqu'à l'Europe. Et donc, du coup, on voit le processus où ce sont des particuliers aujourd'hui qui vont participer au transport de la drogue. Mais il y a 36 moyens. Il y en a un des plus utilisés à l'heure actuelle. La drogue, elle vient du cône nord de l'Amérique latine, la cocaïne. Elle transite par l'Afrique et après ça, elle remonte jusqu'à l'Europe. Le meilleur moyen, c'est de transvaser en pleine mer de la cocaïne vers des bateaux de pêche. La cocaïne va par un bateau A du Brésil, par exemple, jusqu'au large du Sahara, vous voyez, du Sahara occidental et tout. Et donc là, vous avez un bateau qui transfère, et les bateaux de pêche, la pêche moderne, les poissons sont congelés immédiatement quand on les a pêchés. Comme ça, le bateau peut rester sur la zone de pêche plus longtemps. Et à partir du moment où vous avez la douane qui vient obliger le bateau à ouvrir les soutes, toute la cargaison est perdue.
Parce qu'on ne peut pas dégeler, recongeler 36 fois. Hein. Donc, ce qui fait que les douaniers, ils regardent à 2 fois avant de fâcher les pêcheurs jusqu'au moment où ils ont une grève sur les bras, ou alors les pêcheurs disent on ne va plus travailler, ils portent plainte aux autorités, etc. Donc, vous avez beaucoup de drogue qui passe, mais à chaque fois 2 ou 3 tonnes. Hein. On a vu des sous-marins aussi, les Colombiens ont affrété des sous-marins. Ils ne traversent pas l'Atlantique quand même, c'est le long de la côte latino-américaine. Ils ne sont pas de sous-marins qui peuvent traverser un océan. Mais quand il y a suffisamment de cocaïne, on a vu des avions. À un moment donné, vous voyez la pointe la plus avancée de l'Amérique et puis la pointe la plus avancée de l'Afrique. Vous prenez un bimoteur, vous virez tous les sièges qu'il y a à l'intérieur, vous mettez rempli de cocaïne, et l'avion vole depuis le bout de la péninsule la plus avancée du Brésil jusqu'au Sahara. Et là, l'avion, une fois qu'il est vidé de sa cargaison, ils y mettent le feu, quoi. C'est fini, il ne sert qu'une fois. Mais non, on peut faire ça naturellement, on ne fait pas ça pour un demi-gramme. On voit aussi au niveau local, là aussi, si on reste dans une analyse à plusieurs échelles, l'organisation des trafics dans une ville ou dans un quartier, dans une rue, on voit qu'on peut très bien passer d'un quartier à l'autre avec des zones qui sont contrôlées, des rapports de force aussi entre différents systèmes criminels qui se partagent le terrain, comme une guerre de territoire d'ailleurs pour le contrôle et ainsi l'accès à la vente et à la clientèle. Oui, absolument, ce sont des guerres de territoire. Après, c'est ce qu'on a pu voir récemment. Alors, soit peut-être aussi avec la phase de déconfinement, parce que ceux qui étaient en prison et qui ont été libérés très très rapidement par Madame Belloubet sont venus récupérer leur dû. Mais sinon, oui, il y a des problèmes de territoire, ce qu'on a pu voir dans le 19e arrondissement de Paris, effectivement. Voilà, donc c'est simple, ça marche comme un commerce normal. Vous essayez d'ouvrir une boutique de coiffeur, elle marche ou elle marche pas. Si elle marche, vous restez. Si ça marche pas, vous allez essayer de faire autre chose ailleurs. C'est pareil pour les bandits. Donc vous avez une porte cochère, une cité, un quartier dans lequel vous arrivez à vous imposer. Et comme dans la société des gens normaux, il y a une course aux armements. À partir du moment où les États-Unis ont la bombe atomique ou l'Union soviétique arrive à l'avoir, où elle disparaît en tant que puissance. Et pareil, quand une bande de quartier a acquis une calache, donc le fusil d'assaut Kalachnikov, qui est l'arme la plus fréquemment utilisée dans ces quartiers pour les guerres de gang, eh bien, si une autre bande dans la rue à côté n'a pas de kalash, elle est condamnée. Vous savez, le milieu criminel est darwinien. Le principe de Darwin, c'est seuls les mieux adaptés survivent, survival of the fittest, hein, et donc voilà, ils sont pareils, donc être adapté à un moment donné, c'est avoir la calache quand l'autre a la calache en face, c'est aussi bête que ça. Ces systèmes criminels, ils sont organisés sur des bases ethniques ou est-ce qu'on peut avoir des associations, des mélanges de plusieurs ethnies dans une organisation criminelle ? Je vais vous faire une réponse complètement scientifique, ça dépend. Voilà, donc c'est souvent des copains de cage d'escalier ou des copains, dans le cas des voyous maghrébins, des cités de fréquentation de la mosquée ou de traîner autour, etc., quand ils étaient plus petits, et les deux cohabitent, quoi. Il y a des sociétés criminelles fondées sur le cousinage, sur le clan, et puis d'autres qui sont plus variées selon qu'on a des affinités qui proviennent généralement de l'enfance. Dans un article de l'Express, vous avez écrit il y a quelques années, vous expliquez que le supermarché était l'école du crime parce que c'était là que les enfants apprenaient à commettre des vols. C'est toujours le cas ? Ah, ça c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 80, et donc depuis les choses ont beaucoup changé. Je crois que maintenant il y a une activité criminelle qui se déroule dans des bandes, c'est plus que ça l'était à l'époque des affaires de bandes, et les bandes c'est un individu central qui a un peu une autorité sur les autres, un noyau dur, c'est-à-dire ceux dont l'activité, comme le disait très joliment la criminologie du 19e siècle, ce sont des criminels d'habitude, à savoir que ce noyau central, ils font que ça, ils vendent de la drogue, ils vont la chercher, ils surveillent le trafic, c'est leur boulot, quoi. Et puis autour de ça, vous avez le clan machin, la cité truc, les cousins machin, et ils peuvent ameuter
c'est ce qu'on appelle des bandes à tiroirs. Ils peuvent ameuter des groupes d'individus en fonction du fait qu'à un moment donné, les policiers vont arriver, donc il faut les chasser, faire une émeute, etc. Donc ils peuvent compter sur une espèce de deuxième cercle de gens qui soit font ça par solidarité clanique ou familiale, soit font ça parce qu'ils veulent entrer dans la bande ultérieurement. Voilà, la mécanique est à peu près celle-là. Comment fonctionnent, Alexis Depraux, les services de renseignement pour capter de l'information, savoir comment sont organisées les bandes criminelles? Est-ce qu'il y a des indicateurs dans ces bandes? Il y a des systèmes de surveillance par les téléphones, par des écoutes, réseaux sociaux et autres? Il peut y avoir des indicateurs, pour autant c'est quand même très compliqué parce qu'on est aussi dans un milieu où on ne balance pas. On ne balance pas, où on sait que les conséquences elles peuvent être tragiques, c'est-à-dire soit pour soi-même, pour sa famille, ou ça peut être aussi horrible pour la personne qui balance sans forcément mourir, mais sans rentrer dans la polémique. Mais le jeune Théo qui avait été agressé aurait été probablement agressé par des personnes parce que justement il avait trop parlé. Bon, ça c'est un autre débat, mais du coup ça fonctionne de cette manière-là. Le problème, c'est qu'en 2008, Nicolas Sarkozy a voulu créer un FBI à la française, donc changer la DST pour la DCRI. Mais de l'autre côté, les renseignements généraux qui faisaient du renseignement de terrain ont perdu énormément de leurs hommes qui sont partis à la DCRI et du coup ont perdu énormément de leurs moyens. C'est-à-dire que quand il y avait 4 policiers, il n'y avait plus qu'une voiture et donc ils étaient obligés de se partager la voiture pour savoir qui allait faire sa surveillance. Et donc l'autre avait perdu. Donc là, on est vraiment sur du renseignement quand même de terrain. On essaye de reprendre au fur et à mesure. Et puis à côté de ça, il y a des policiers qui font tout un travail d'analyse, un service qui s'appelle le CIRASCO. Donc c'est un service d'information sur la criminalité organisée et qui essaie de voir tous les enjeux aujourd'hui sur la criminalité. Donc il y a le travail de la police de terrain, il y a le travail des renseignements généraux, donc on appelle le SCRT aujourd'hui, même s'ils ils doivent retrouver des individus des indicateurs ou des informateurs. Et ensuite, il y a le travail d'analyse du renseignement. Sur le site de Conflit, vous avez écrit un article consacré à la police municipale. Oui. Alors c'est un élément qui est à part un petit peu particulier dans la sécurité, mais c'est aussi celle qui est le plus proche du terrain dans les villes. Quel peut être son rôle? On a l'impression qu'elle va de plus en plus vers un mimétisme vers la police municipale. Aujourd'hui, elle est armée, enfin du moins elle peut être armée, elle est dotée de pouvoirs qu'elle n'avait pas il y a quelques années. Est-ce que c'est une manière pour l'État de se défausser sur les communes, ou est-ce que c'est une réponse des communes à une insécurité qu'on n'arrive pas à contrôler? On part vers un désengagement de l'État. On le voit déjà de manière générale sur la question des services publics en global. Et il y a aussi un désengagement sur les questions de sécurité, alors que la demande de la part des citoyens français est de plus en plus forte aujourd'hui. Et donc du coup, les maires aujourd'hui sont astreints à cela pour assurer la tranquillité publique. Donc il faut savoir aussi que les missions de la police municipale, à l'origine, c'est le contrôle des marchés, la tranquillité publique. Enfin, ils n'ont pas toutes les attributions pour pouvoir arrêter les personnes. Il faut toujours un officier de police judiciaire. Et donc, du coup, on est vraiment sur une situation. Effectivement, la police municipale commence à prendre de plus en plus de compétences. Aujourd'hui, et ils sont même armés, comme par exemple la police municipale de Nice, mais ils n'ont pas encore toutes les attributions de la police nationale. Il faut savoir aussi que eux ne dépendent que de leur maire, du maire ou de la mairesse, mais que la police nationale, elle est bien sûr déconcentrée. Donc il y a le commissaire, le chef de la police, enfin au niveau départemental, et puis ça remonte jusqu'au ministère. Ce qu'il n'y a pas dans la police municipale pour l'instant. Donc eux, ils sont astreints à des missions qui sont fixées par le maire, mais aussi des missions qui leur sont limitativement énumérées dans le Code général des collectivités territoriales. Voilà. Donc c'est deux corps d'emploi qui sont totalement différents, même s'ils se rapprochent aujourd'hui. Xavier Roffort, au cours des 15 dernières années, qu'est-ce qui a le plus changé dans la criminalité qui fait que le crime organisé aujourd'hui est différent d'il y a 15 ans? Ou au contraire, est-ce qu'on a également des grandes permanences qui demeurent? Il y a des permanences, bien entendu. Parmi les grandes permanences, il y a ce qu'impose la clandestinité, le fait d'agir illégalement. C'est que vous êtes russe ou vous êtes américain. Si vous êtes cosmonaute,
vous évoluez dans un milieu hostile et ce qu'il faut pour se protéger de la mort immédiate que vous infligerait ce milieu hostile si vous y étiez en slip, hein, c'est naturellement la même chose pour tout le monde. Donc les règles de la clandestinité sont les mêmes pour quiconque entre dans une forme relative ou absolue de clandestinité, que ce soit des terroristes ou des criminels d'ailleurs, et ces règles-là, elles s'imposent à tous. Et puis vous avez des évolutions, je dirais que la principale évolution s'agissant de la criminalité de voie publique et s'agissant de la France, c'est l'autonomisation toujours plus complète des quartiers hors contrôle, de ce que gentiment on appelle les quartiers sensibles, etc., mais qui en réalité se transforment toujours plus en fiefs criminels. Ça, c'est frappant. Il y en a eu, il y a 40 ans, 10, puis 20, puis 30, puis 150, puis 200, puis 300. Et à l'heure actuelle, ceux que le renseignement territorial classe au sommet de la pyramide, qu'on appelle des quartiers pratiquement en sécession. C'est grave, la sécession. Hein, tout le monde se souvient de la guerre de sécession, ça n'a pas été drôle. Hein. Alors, des quartiers en sécession, il y en a entre niveau 1, niveau 2, ceux qui l'ont un peu plus que les autres. Il y en a environ 200 en France, et dans lesquels, chaque jour, le travail de renseignement et le travail de la police, et donc l'autonomisation des criminels dans ces quartiers, devient plus importante et plus inquiétante. Et depuis plusieurs années, on entend dire que ces quartiers vont exploser, qu'il va y avoir une révolte dans les banlieues, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, la sécession peut se développer, où il y a des quartiers de plus en plus criminalisés, mais il n'y a pas de mouvement de révolte, ni de mouvement d'attaque. Alors, ce sont des gangsters, ils sont en guerre les uns contre les autres. D'ailleurs, je veux dire, il suffit de lire le journal, ils s'entretuent, mais au quotidien. C'est ce qu'on appelle les règlements de compte entre malfaiteurs, c'est ça. C'est des bandes de quartier qui s'entretuent les unes les autres. C'est un fantasme, alors c'est plutôt un fantasme, le péché mignon de la droite, quoi. Qu'elle soit libérale ou nationale, ils ont l'espèce d'idée comme quoi tous ces individus-là formeraient une sorte, a posteriori, de fédération de France du FLN et veut, tous unis comme au front, marcher sur l'Élysée pour prendre le pouvoir. C'est naturellement absurde. Ils sont d'abord et avant tout en guerre les uns contre les autres et ils représentent chacun sur son territoire un danger pour la sécurité et la tranquillité de tous les habitants qui sont dans une zone de 30 ou 40 kilomètres aux alentours, parce qu'ils sortent pas trop de leur territoire, mais en dehors de ça, ils sont incapables, je veux dire, jamais dans l'histoire du monde a-t-on vu un milieu criminel s'unifier pour quoi que ce soit. Ils sont en guerre les uns contre les autres, ils s'entretuent, voilà. Donc, ils ont la même façon peut-être de chasser la police de leur territoire, ça en fait pas des alliés pour autant. Alors, on va terminer cette émission par le cas de la traite humaine qui se fait jour notamment avec la question migratoire qui est liée à elle. On voit là aussi des systèmes criminels qui apportent des populations, qui font venir de gré ou de force des populations d'Afrique ou du Moyen-Orient, et tout ça est inséré dans des réseaux criminels. Interpol, dans un de ses récents rapports, explique que 90% des migrants qui viennent en situation régulière viennent par des systèmes criminels. Tout ça apporte énormément d'argent, parce qu'ils font payer le passage, et ensuite ils sont utilisés dans la prostitution ou même dans la criminalité de droit commun pour payer leur passage. Oui, absolument. Là, on a vu, à partir du moment où il y a eu le début de la vague migratoire, que la mafia italienne, notamment, était participée de ce processus de commerce illicite et de traite des êtres humains, et pour amener effectivement à d'autres formes de trafic en France. Mais d'ailleurs, ce sont des trafics même qui peuvent être particuliers. Il y avait une consul de France qui avait été arrêtée parce qu'elle avait acheté des bateaux pour permettre justement le trafic de ces êtres humains entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Oui, elle avait acheté des bateaux pneumatiques, oui, pour permettre les passages. Oui. C'est ça, tout à fait. Et là, on voit aussi apparaître des systèmes mafieux criminels en Afrique même, notamment les systèmes criminels du Nigeria qui font des rapts. Enfin, on a l'impression de revenir à l'Afrique précoloniale avec rapt dans les villages, trafic d'esclaves, et on voit ressurgir les grandes routes de la traite humaine et les marchés de Tripoli, comme on a connu jusqu'au XIXe siècle. Alors, on voit tout ça, on le sait.
je ne révèle pas un secret de l'État, mais une fois, dans le cadre d'une commission à laquelle il avait parlé, le directeur du renseignement militaire de l'époque, vous savez, on ne fait pas traverser des déserts de plusieurs milliers de kilomètres à des gens à pied et en marchant droit devant eux, quoi. C'est naturellement impossible. Il faut tout un énorme système de relais pour alimenter les camions en essence qui transportent les gens, pour donner à boire à ceux qui traversent le désert, parce qu'il n'y a naturellement pas de puits et de sources partout dans le désert. Et donc, on voit très bien, à certains endroits proches du Nigeria, à certains endroits proches du Soudan, des véritables hubs, ou alors plaques tournantes se créent, et puis de là, les camions arrivaient, en passant par des relais où il y a de l'eau et où il y a de l'essence, jusqu'aux rives des plages de la Cyrénaïque ou de la Tripolitaine en Libye. On le sait. Et les photos des satellites, des avions espions et même maintenant des drones sont si précises qu'on lit sur les Zodiacs les numéros d'immatriculation sur la plage. Voilà. Donc si on voulait l'arrêter, on pourrait le faire demain matin. Sans tuer un être humain, il suffit d'envoyer un hélicoptère et puis de rafaler les bateaux en caoutchouc et puis fini, terminé, plus personne n'a. Alors pourquoi on ne veut pas ? Eh ben, c'est un mystère dont, à mon avis, le nœud du mystère se situe quelque part du côté de l'Union européenne, à Bruxelles. Et pour compléter les propos de Xavier là-dessus, le renseignement militaire disait même qu'ils avaient à l'instant T les conversations téléphoniques des passeurs. Donc ils pouvaient retracer tous les coups de téléphone et tous les lieux de passage en fait du trafic des êtres humains, parce ils les surveillaient, absolument. Donc on sait quand est-ce qu'ils sont stockés en Méditerranée, enfin sur les marchés aux esclaves d'Afrique du Nord, quand le bateau vient les chercher et puis les ramène de l'autre côté. On le sait à l'avance, ce qui fait qu'on peut s'y opposer, si on veut. Mais il semble qu'on ne veuille pas, n'est-ce pas ? Et ces êtres humains qu'on fait transiter d'un bord à l'autre de la Méditerranée, après, ils sont transportés en Italie, en France, on les retrouve ensuite dans les quartiers sécessionnistes que vous évoquiez tout à l'heure ? En tout cas, pour certains d'entre eux, oui, et notamment, j'ai un motif de stupéfaction, c'est le silence absolu des féministes là-dessus. Toutes les femmes qui viennent de la zone du Nigeria sont transportées en Europe pour la prostitution. L'une d'entre elles, le cas est un peu célèbre, mais c'est loin d'être la seule, était prostituée à 10 ans. Vous vous rendez compte ? C'est de la pédophilie dans ce cas-là de plus abject. Eh bien, les 90%, 95%, pour pas dire 100% des femmes nigériennes qui atterrissent dans des camps dans le sud de l'Italie, en Sicile ou en Calabre, sont récupérées par des proxénètes. Et après ça, récemment, on a démantelé un réseau comme ça dans la région de Marseille, où il y avait une douzaine de ces jeunes femmes qui étaient traitées, mais comme on n'ose pas traiter du bétail en Europe, et qui étaient prostituées, alors qu'on leur avait dit qu'elles seraient coiffeuses ou quoi que ce soit, qu'elles auraient une vie meilleure, qu'elles pourraient s'installer comme elles le voulaient, etc. C'est du trafic d'esclaves. Ce qu'on faisait déjà avec les jeunes femmes des pays de l'Est. Avant la vague migratoire, c'était exactement ce cas-là. Moldavie, Balkans, etc. Tout ça, c'est de la traite des blanches, dans le cas de celles qui viennent des Balkans, quoi. Ça continue, ça s'est arrêté avec la traite venant d'Afrique ? Non, ce trafic rapporte énormément d'argent, donc ça ne fera que continuer. Et puis là, on parlait des pays de l'Est et puis des pays d'Afrique, mais on peut aussi parler de l'Asie du Sud-Est, hein. Les jeunes femmes asiatiques chinoises qui veulent justement venir en Europe sont dans cette même situation. Et la preuve, s'il fallait une preuve pour convaincre les pires ahuris du côté organisé, à partir du moment où un pays met une barrière au passage des migrants, 48 heures après, ils passent à 1000 km de là. Comment, au nom du ciel, si vous êtes une seule famille paumée, essayant de traverser des airs, comment vous faites pour dire « Ok, c'est fini par ici, je vais par là ». C'est naturellement organisé, et organisé à un niveau extrêmement stratégique. Vous avez vu avec quelle vitesse, quand à l'époque Salvini avait coupé la route italienne, ils se sont répercutés sur le Maroc et passés par l'Espagne. C'était fait dans les 2 semaines. Comment voulez-vous faire ça quand vous êtes, je vous dis, des malheureux, des sortes de Jean Valjean du XXIe siècle, cherchant une vie meilleure quelque part? C'est naturellement impossible.
Oui, quand on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas le pays, on ne va pas changer de direction. Et puis, quand vous n'êtes pas branché en permanence aux actualités les plus récentes, comment voulez-vous réorganiser? C'est, au sens strict du terme, naturellement, une activité stratégique que ce trafic-là. Et ça rapporte des sommes énormes. Et je vais vous dire une chose, ceux qui, en Italie, sont chargés de lutter contre ces réseaux-là, ce sont les unités les plus secrètes de la lutte anti-mafia. Parce qu'en réalité, c'était exactement la même chose côté de dangerosité. Des gens très riches, des gens très puissants, des gens très dangereux. Et s'en prendre à eux, c'est risquer la mort, quoi. Donc, il y a une unité de la gendarmerie, des carabiniers italiens qui s'appelle le ROS, qui est chargé de capturer les grands chefs mafieux, de les identifier, de les capturer. C'est maintenant les mêmes qui s'occupent de la lutte contre les réseaux du trafic d'êtres humains en Afrique, car c'est le même niveau de dangerosité. Vous voyez que les benets, pour être gentils, qui disent « mais oui, mais c'est des malheureux, ils cherchent une vie meilleure », ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait derrière. Enfin, s'il s'agissait simplement de braves gens qui ont envie de changer de climat, il n'y aurait pas des unités plus secrètes de la lutte anti-mafia qui s'intéresseraient à leur cas, quoi. Et cet argent qui est brassé soit par le trafic d'êtres humains, soit par le trafic de drogue, on suppose qu'après il est réinjecté dans le système légal, donc il est blanchi. Est-ce que là, les renseignements travaillent aussi là-dessus pour arrêter ce blanchiment? Alors on a un service très discret qui monte en gamme mais qui est encore trop petit, qui s'appelle Tracfin, qui traite et analyse les financements illicites. Et donc à partir de là, effectivement, Tracfin va pouvoir retracer toutes les dépenses et toutes les recettes et pour voir si elles sont déclarées ou pas. Alors Tracfin le fait énormément dans le cadre du gel des avoirs pour le financement du terrorisme, mais ils le font aussi pour les grosses affaires de criminalité organisée. Enfin, à 81%, il ne faut pas rêver, l'argent revient dans les pays de départ, et une fois que vous avez de l'argent, si vous arrivez à démêler l'argent légal de l'argent illégal au Nigeria, je vous souhaite bonne chance quand même. Eh bien, merci à vous deux, Xavier Hofer et Alexis Depraux, de nous avoir éclairé sur cette criminalité, sur l'hybridation de la criminalité, sur ces systèmes mafieux et criminels qui concernent évidemment la géopolitique mondiale. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Conflit sur notre site internet. Vous nous retrouvez également en kiosque. Vous abonner est la meilleure façon de nous soutenir et de nous permettre ainsi de produire d'autres émissions télé, podcast, et puis également d'alimenter notre site internet. Vous pouvez retrouver en kiosque nos deux hors-séries, un qui est consacré à l'aviation militaire et l'autre au programme du baccalauréat, mais enfin avec des sujets qui plairont même si vous ne passez pas le bac cette année. Et puis notre dossier qui est ce mois-ci consacré à la géopolitique de l'alimentation. Merci pour votre fidélité et à bientôt.